Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Depuis quelques semaines, on diffuse pour le lancement de Paillettes et Préjugés une série que j'ai écrite en 2023 pour expliquer comment les bébés, et par extension les enfants, intègrent les normes de genre. Cette série, c'est Bienvenue bébé. J'imagine que si vous l'avez écoutée, vous avez été super ému par l'épisode de la semaine dernière, dans lequel on découvrait la transition de genre de Félix. Vous vous demandez probablement comment il se porte aujourd'hui, surtout avec Donald Trump au pouvoir dans son pays. Car vous n'êtes probablement pas sans savoir que Donald Trump s'est mis en guerre contre ce qu'il appelle le délire transgenre. Depuis son arrivée au pouvoir, en janvier dernier, il multiplie les attaques contre les personnes trans. Je vous mets d'ailleurs en lien, dans la description de l'épisode, un article très complet sur le sujet. Mais pour résumer, il tente de faire tout simplement disparaître les personnes trans de l'espace public. Par exemple, en bannissant le terme trans ou transgenre des sites fédéraux, ainsi que des recherches scientifiques subventionnées par l'État fédéral, en les excluant des compétitions sportives et de l'armée, en modifiant, sans leur consentement, leur papier d'identité, pour faire apparaître leur mention de sexe assignée à la naissance. C'est ce qui est arrivé à l'actrice Hunter Schafer, ou encore en interdisant la mention de genre X sur les documents officiels. Une mention utilisée notamment par les personnes non-binaires et intersexes, mais aussi les enfants à qui les parents n'ont pas assigné de genre à la naissance. J'en parlais dans un épisode précédent de Bienvenue bébé. Sous prétexte de protéger les enfants, le gouvernement de Trump s'acharne sur les mineurs trans. Un décret visant à mettre fin à l'endoctrinement radical dans les écoles autorise le corps éducatif à utiliser le dead name et les anciens pronoms des élèves trans. Un autre décret restreint l'accès aux soins d'affirmation de genre pour les moins de 18 ans, alors même qu'il se limite à cet âge essentiellement à la prise d'inhibiteurs d'hormones. Ces traitements, aussi appelés bloqueurs de puberté, permettent de suspendre le développement des caractères sexuels secondaires relevant du genre auquel l'ado ne s'identifie pas. Poitrine, voix, pilosité. Ça lui permet d'éviter des changements corporels qu'elle pourrait mal vivre. Ça lui donne le temps d'explorer son genre et sa transidentité. Et de décider sereinement de subir des interventions médicales ou non à l'âge adulte. Ces traitements sont réversibles. Lorsqu'un ou une ado choisit d'arrêter de prendre des inhibiteurs d'hormones, sa puberté reprend. Ces détransitions, comme on les appelle, sont très rares, mais elles peuvent arriver. Surtout lorsqu'un ou une ado est victime de tant de transphobie qu'elle préfère cacher son identité. Malgré la suspension temporaire du décret par la justice, la plupart des hôpitaux ont immédiatement cessé de prodiguer ces soins. On peut les comprendre. Le gouvernement fédéral, Trump donc, a menacé de poursuivre les médecins pratiquant ces actes et de réduire le financement des institutions médicales qui les proposent. En gros, les hôpitaux ont fait le choix de sacrifier les enfants trans pour pouvoir soigner plus de personnes. Des familles concernées et des associations tentent de lutter contre ces attaques. Elles ont entamé une procédure judiciaire début mars pour contester le décret et le contournement par le gouvernement de la décision de justice. En attendant, les enfants trans et leurs familles paniquent. Si rien ne change, les enfants devront-ils détransitionner ? Vivre dans un genre qui n'est pas le leur ? Qui les fait souffrir ? Dans ce nouvel épisode, Félix et Anna nous racontent comment ils vivent ce moment flou et effrayant. Ah, Jo ? J'entends Anna et Félix ? J'entends Anna et Félix ? Oh, Salut ! Jo, tu leur ouvres la porte ? C'est moi qui ouvre ? Vas-y. Ouvre. Depuis lundi, j'accueille Anna et Félix dans mon appartement. Félix a eu 10 ans et sa puberté va bientôt commencer. Comme il ne pourra pas recevoir les traitements d'affirmation de genre dont il a besoin à New York, où il vit avec ses parents et sa sœur jumelle, Félix est venu en France. Je suis ravie de pouvoir l'interviewer à ce moment crucial de sa vie.
Félix, je suis vraiment ravie qu'on ait le temps de se parler pendant ton rapide passage à Paris. Ouais. D'autant que je ne t'avais pas parlé quand on a enregistré Bienvenue bébé. Ah oui, c'est vrai. À cause de la différence horaire et de la distance, c'était ton ancienne maîtresse qui t'avait interviewé. Oui, Emmanuel. Ouais, qu'on a aussi entendu dans Bienvenue bébé. Et je suis d'autant plus ravie de te parler que c'est un épisode qui m'a beaucoup marquée. Quand j'ai interviewé Anna, on était toutes les deux en larmes. Et quand je le montais et quand je l'ai réécouté quand il est sorti, j'étais toujours aussi en train d'avoir les yeux pleins d'émotions et de larmes. Et je sais que cet épisode a fait cet effet à plein de personnes. Parce que là, quand j'ai demandé sur les réseaux sociaux aux gens s'ils avaient des questions pour toi, personne n'avait des questions à part « Comment vas-tu ?» Et je vais te poser cette question. Mais tout le monde était juste là. Dis-lui juste que ça m'a vachement émue. Dis-lui merci parce que c'était vraiment trop bien. J'avais adoré son épisode. Ouais. Ça te fait quoi quand les gens te disent ça ? Bah ouais, j'aime bien. Parce que ça me donne l'impression qu'ils me soutiennent et qu'il n'y a pas vraiment... C'est pas tout le monde qui sont transphobes ou... Ouais. Est-ce que tu l'as écouté, toi, l'épisode ? Oui, je l'ai écouté, mais j'ai oublié parce que c'était il y a longtemps. Alors j'ai un peu oublié, mais je me souviens de l'intro. Et quand je disais j'ai une chienne, Mimolette, et une chatte, Samosa. Tu te rappelles ce que tu en avais pensé de l'épisode ? Moi, je crois que je l'aimais. Et il y avait des fois où moi j'étais interviewée, et après il y avait des autres fois où les autres personnes y parlaient. Moi, j'aimais bien ça. Parce que ce qu'on disait dans l'épisode aussi, c'est que toi, tu te rappelles plus du tout début. C'est pour ça qu'on entend beaucoup Anna, parce que tu as exprimé le fait d'être un garçon super tôt. Et du coup, tu t'en rappelles plus. Oui. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends Anna raconter ton histoire dont tu te rappelles plus ? Quand elle parle, j'essaye beaucoup d'essayer de me rappeler. Et des fois, je me rappelle des petits moments. Et des fois, je me rappelle pas. Mais j'aime bien avoir quelqu'un qui se souvient de ce qui m'est arrivé. Parce que moi, j'en souviens pas. Et pendant l'interview, tu disais, donc c'était il y a 2 ans, je pense, l'interview, Ouais. donc tu avais 8 ans, tu me disais que toi, tu pensais que les choses pouvaient changer. Par exemple, avant, tu étais une fille et maintenant, tu es un garçon. Et que peut-être qu'après, ça changera, mais que pour l'instant, tu étais plutôt garçon et tu pensais que tu allais rester plutôt garçon. Ouais. Est-ce que c'est toujours ça ? Est-ce que ton rapport au fait d'être un garçon, ton rapport à la masculinité, est-ce que tu trouves que ça a changé depuis ? Je crois que comme j'ai grandi un peu, ça a changé parce que je connais mieux ce qui se passe, je connais plus les personnes qui veulent pas que j'ai le traitement. Et je crois que ma vue sur ce que je veux devenir, un garçon, ça n'a pas changé. Mais mon savoir sur tout ça, je crois que ça a changé. C'est-à-dire que tu sais plus de choses sur le genre, sur la transphobie, sur tout ça ? Mm-hmm. C'était d'ailleurs une question plus largement que je voulais te poser. C'est maintenant, il y a Donald Trump au pouvoir et il essaye de t'enlever des droits, d'être toi. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il y a autant de personnes transphobes ? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que peut-être ça va être compliqué pour toi de suivre ton traitement ou de changer tes papiers ? J'avoue, ça me fait un peu peur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais je suis un peu rassurée aussi parce qu'il y a l'équipe en France. Je sais qu'ils ne vont pas faire des choses comme ça. Et ça me rassure. C'est l'équipe médicale ? Ouais. Et je crois que ça me rassure un peu. La première chose que j'ai faite quand j'ai su que vous alliez venir, c'est je veux interviewer Félix, mais est-ce que c'est raisonnable ? Et donc, je sais que vous en avez parlé avec Jason, son autre parent. Qu'est-ce qui vous a poussé, tous les deux, à décider de parler ? Et est-ce que vous avez l'impression que vous prenez un risque en faisant ça ? Je pense qu'on est un peu plus exposé qu'avant quand même. Alors effectivement, c'est en français et je ne pense pas que les autorités américaines surveillent les médias qui ne sont pas anglophones, on va dire. Donc je pense qu'il y a déjà ce niveau de protection, mais en plus, quand j'en ai parlé à Jason, effectivement, sa réaction, c'était de dire c'est le moment d'en parler, c'est le moment de faire passer le mot, c'est le moment d'affirmer qu'effectivement, il existe des gens comme Félix, comme Teddy et comme d'autres.
Et que nous, on est dans cette position vraiment de luxe de pouvoir avoir ce choix-là de venir en France, alors qu'il y a plein de familles qui ne pourront pas sortir du pays. Mais je pense que si on a ce luxe, c'est à nous de communiquer, quoi. Voilà. Et Félix, de toute façon, je pense, Félix a toujours été partant pour être très ouvert sur son identité, et c'est quelque chose qu'on veut soutenir. C'est vrai, moi j'aime être le star de tout. Ouais. Je suis la star. Mais tu suis un petit peu quand même ce qui se passe ou pas ? Oui. Tu suis l'actualité ? Oui, maman et papa, ils en parlent, et moi j'écoute et j'apprends un peu comme ça, mais aussi on me parle directement aussi. Et ouais, moi j'aime bien apprendre ce qui se passe, parce que comme ça je suis pas surpris quand on dit on va déménager en France, parce que Donald Trump est président, il va faire des trucs. Comme ça me surprit pas. Super. Ce que tu dis est super. La situation ne l'est pas. Je sais que vous avez pris des précautions quand même si c'est en français, vous avez toutes les raisons de venir en France dans votre pays. Est-ce que toi, tu es au courant des précautions que Anna a prises ou pas ? Eh ben, je sais que on va peut-être rester en France un peu, mais on n'a pas vraiment parlé un peu. Mais je crois que on va en parler avec toute la famille quand on rentre à New York. Pour venir s'installer en France ? Pour être honnête, on est complètement dans le flou par rapport à ce qu'on va faire plus tard. Moi, je commence à... Je pense que dès l'élection, j'ai senti qu'il y a un mur. Et j'ai du mal à voir au-delà, en fait, si on reste aux États-Unis, si on reste à New York. Il y a les protections de l'État, parce qu'effectivement, les lois de l'État de New York sont différentes des lois de l'État fédéral. Mais je ne suis pas confiante du tout quant au fait que ces lois résistent et agissent en protection. Donc, je ne sais pas, c'est une discussion qu'on a, effectivement. On essaye de voir quelles seraient les issues. Je pense qu'effectivement, on est obligé d'envisager un déménagement, mais alors quand et où, c'est un peu la grande question, quoi. Oui, et puis je me rappelle que dès que Donald Trump a été élu, on en a parlé un petit peu toutes les deux, et on parlait de partir. Tu parlais du fait que plein de familles cherchaient à partir au Canada, sauf qu'en fait, avec quel papier, avec quel visa, et la demande d'asile qui aurait été acceptée dans n'importe quel pays va accepter? Et d'ailleurs, en France aussi, on a je vous mettrai le lien d'article dans la bio. Différentes associations dont j'ai oublié le nom, mais je le mettrai dans la bio, qui ont reçu des demandes de familles américaines qui demandaient l'asile. Sauf qu'on sait très bien que qui va se mettre les États-Unis à dos, quoi. Ouais, et puis encore une fois, oui, il y a déjà ce premier instinct de se protéger, de ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport au gouvernement américain, et en même temps, la situation évolue super vite, parce que là, on est au mois d'avril et on a 2 mois déjà de présidence de Trump derrière nous, et on voit que ça change tout le temps, et que de toute façon, clairement, les États-Unis sont dans un état d'esprit ultra belliqueux sur plein de plans différents. Et donc, est-ce que ces précautions que les pays veulent prendre aujourd'hui, est-ce que ça va tenir ? Parce que est-ce que ça va servir à quelque chose, en fait ? Alors nous, c'est vrai qu'on est dans une position quand même de grand luxe, parce que on est une famille franco-américaine, on a ce passeport européen qui nous permet de venir, de choisir n'importe quel pays d'Europe pour s'implanter. On est colombien aussi, oui. Il y a Félix qui me regarde, qui me dit on est colombien aussi. Je cache pas nos identités. On est colombien aussi, effectivement, mais en l'occurrence, ce serait plutôt l'Europe pour l'acceptation des personnes trans. Sachant que aujourd'hui, hier, donc je rappelle, on est au mois d'avril, pendant qu'on enregistre ça. Au Royaume-Uni, il y a une cour qui a décrété qu'une femme était une femme biologique, et donc qui a nié la possibilité d'être trans légalement. Ouais. Et puis de toute façon,
au Royaume-Uni depuis décembre, tous les traitements d'affirmation du genre des enfants ont été interdits. Donc c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi plus généralement les traitements hormonaux. Voilà, les traitements hormonaux, en l'occurrence les bloqueurs de puberté, sont interdits pour les enfants qui demandent à changer de genre. Et on a vraiment la notion que ce gouvernement travailliste est en campagne. Enfin, moi, c'est en tant que maman d'enfants trans, j'ai vraiment la sensation que le gouvernement travailliste de Keir Starmer est en campagne contre les enfants trans. Effectivement, c'est très compliqué. On a vraiment cette sensation que l'étau se resserre, en fait. Et oui, je parlais de l'Angleterre parce que je sais que toi, tu y as vécu et tu aimes beaucoup Londres. Et en fait, ça fait très longtemps que tu sais que s'il y a un problème aux États-Unis, déjà, il y a un autre pays qui est un peu le tien, qui n'est plus accessible. Ouais. Concrètement, est-ce que vous avez pris des précautions en prenant l'avion ? Oui. Alors, ce qui complique un peu la donne, c'est que moi aussi, je suis journaliste. Et on sait que ce gouvernement est en guerre contre les médias, en tout cas les médias qui essayent de rétablir un peu contre l'information. Voilà, contre l'information. En plus de ça, je suis naturalisée américaine, je ne suis pas américaine de naissance. Et je voyage avec un enfant dont le passeport... alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a vraiment pris la décision de ne pas changer les papiers de Félix parce qu'on ne voulait pas que Félix soit, fiché. Parce qu'il y a plein de familles qui l'ont fait un peu en panique et effectivement, ces changements-là ont été marqués. Donc, on refuse que Félix soit fiché. Donc, ces papiers portent encore son nom, le nom qu'on lui a donné à sa naissance, portent encore le genre qu'on lui a donné à sa naissance. Et une autre raison, c'est que Félix a 3 nationalités, il n'est pas qu'américain, il est aussi français et colombien. Et les lois en Colombie, en France et aux États-Unis ne sont pas les mêmes pour les changer. Et si on voyage avec des noms différents, sur les papiers, etc., ça complique tout. Ouais. Donc, on a gardé les choses très simples. Mais effectivement, je pense que c'est protecteur à la frontière. Mais comme je le disais, son apparence, parce que Félix présente vraiment comme un garçon. Ouais, aujourd'hui, tu as un maillot. C'est quoi comme sport ? C'est le foot. T'as un maillot de foot. C'est personnalisé. Je l'ai eu pour Noël. C'est l'équipe de France, mais c'est plus stylé parce qu'il y a du rose et après ça va violet et puis c'est bleu et il y a le numéro 10 et ça dit Félix. 10, c'est la star. Ouais, c'est la star, c'est Messi quoi. Voilà, c'est Lionel Messi. Donc Félix présente vraiment, vraiment comme un garçon et ses papiers disent que ce n'est pas un garçon. Et donc, moi, je crains toujours les questions. On n'en a jamais eu jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais bon, voilà. Vous avez la chance que pour l'instant, Félix est jeune et qu'en primaire, il y a encore des garçons manqués, entre guillemets. Exactement. Ce qui est moins le cas déjà au collège. Ouais. Et puis en plus de ça, il va falloir. Là, j'ai mon téléphone, je l'ai pas encore fait, mais il va falloir que je vire énormément d'applis. J'ai mis toutes mes applis de réseaux sociaux en privé. Tous tes comptes, tu veux dire ? Tous mes comptes, ouais, je les ai tous mis en privé. Je m'en sers pour le travail, mais je pense que pour traverser la frontière, il faut que je mette tout en privé. Et j'ai obligé de les effacer de mon téléphone parce qu'ils arrêtent les gens, même les citoyens américains, pour examiner les téléphones. Et tous les messages qui ont trait justement à la situation de Félix. Donc WhatsApp, Signal, parce qu'on est sur des groupes de parents, de familles d'enfants trans sur Signal, et je pense qu'il va falloir que je vire tout ça. Voilà. Donc on tombe un peu dans la dystopie la plus totale. Voilà. C'est juste absolument dingue de se dire qu'on rentre dans une ère comme ça, quoi. Et toi, Félix, ça t'a fait... T'as un peu peur quand tu dois montrer tes papiers d'identité ou ça va ? Moi, ça va. Je prends toujours des précautions, mais moi, ça va. Tu mets une robe ? Non. J'essaye de rester en bas, ce qui est facile pour moi parce que je suis tout petit. Et je laisse maman parler. On fait toujours un check juste avant de passer la sécurité ou la douane, ou l'immigration même, où je dis à Félix, là tout de suite tu vas t'appeler comme tu t'appelais avant. Et Félix me dit toujours, ok, pas de souci, et on fait comme si c'était parfaitement normal. Voilà.
Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de soucis. Ça doit être très bizarre. Mais c'est pas vraiment bizarre parce que moi, je voyage beaucoup et j'ai l'habitude. Mais bon. Ça te dérange pas que Anna utilise ton... On dit en français, on dit le morinon. Tu savais qu'on appelait ça comme ça en français, un dead name ? Bah non. Un dead name, c'est un morinon en français, mais tout le monde dit dead name. Ouais. Bah, ça me dérange pas que l'agent de sécurité, il utilise mon dead name. C'est juste que s'il continue de m'appeler ça, il dit « Alors, c'était bien ton voyage ?» Ouais. Ça me dérange un peu. Mais si juste dit « Alors, tu me montres ton visage, comme ça je peux le checker ?» Je dis « Ok. » Et ça me dérange pas vraiment. Est-ce que tu voudrais qu'on coupe comme on entend le dead name ? Ou alors tu mets un bip ou je sais pas. Ok. Bip, Tu mets un bip, bip sur bip. le dead name. Félix, ça ne le dérange pas de le dire, mais je pense que si les gens l'apprennent, ça peut... C'est ça, c'est pour ta protection, c'est que je dis ça. Ok. Alors là, on a parlé de plein de choses en général. Ouais. Et maintenant, on va parler de pourquoi tu es venue ici, cette semaine, pendant tes vacances. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Une raison, c'est parce que c'est des vacances. L'autre raison, c'est parce que il y a une équipe médicale en France qui va me donner le traitement dont j'en ai besoin pour faire ma transition. Parce que aux États-Unis, ils me laissent pas faire ça. Est-ce qu'aux États-Unis, tu étais suivie ? Est-ce que tu voyais des médecins ? Alors, je voyais Dr. Klein. C'était mon endocrinologue et je le voyais. Mais après, NYU a fermé they closed the treatment for trans kids. Donc la clinique, elle a été fermée pour les enfants trans Oui. à cause de Donald Trump. Oui. Et est-ce que tu étais content de venir pour le traitement en France ? Moi, j'étais un peu excitée parce que maman m'a dit qu'il y avait une équipe qui va s'occuper de moi. Il va y avoir beaucoup de docteurs. Et j'étais excitée d'avoir autant de personnes qui vont s'occuper de moi. Ouais, je suis excitée. Parce que là, ton corps va commencer vraiment à changer. Ouais. Est-ce que tu penses ça parfois ? Oui, des fois. Je pense que j'ai écouté les docteurs et ils disent que le traitement va commencer 11 ans, quelque chose comme ça, quand la puberté commence. Et alors, je suis nerveux et excitée parce que je sais pas comment ça va être. J'attends. Alors mardi, j'ai assisté au début de ta journée à l'hôpital. Ouais. Vous êtes réveillé super tôt, choc à pic, vous êtes parti en courant à l'hôpital, vous aviez un rendez-vous à 8h. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu me racontes un petit peu ta journée ? Alors, on est arrivés essoufflés. Mes pieds, ils me faisaient mal. Ça commençait bien. Ouais. Alors, on s'est assis. Et après, la secrétaire, je crois, nous a dit qu'on a bougé le rendez-vous à 11h. Nous, on était comme « What ?» Et ils ont dit « Pardon, on a oublié de vous prévenir. » Et moi, j'étais comme « Au moins, on a le temps de se reposer, massager mes pieds, merci maman. » On est d'abord allé à la cafétéria. On s'est acheté un pain au chocolat et des magazines. Moi, j'ai adoré Picsou. C'était trop bien. J'ai mangé la moitié de mon pain au chocolat. J'ai gardé le reste. Et je me suis acheté un doudou. Il s'appelle Ranger. C'est un tout petit chien trop mignon. Et j'ai acheté à ma sœur un dragon qui s'appelle Sapphire. Et
après, on est allé voir le jardin. Il y avait littéralement 3 arbres dans l'hôpital. C'était trop cool. Et après, les médecins nous ont appelés. On est allé dans une chambre. Il y avait la télé et tout. J'ai regardé Baby Boss. Et après, ils m'ont donné un menu pour voir ce que je voulais manger. Et maman, elle était trop comme « What? Il y a un menu ?» Et elle répétait « La tchatch, oh là là, oh là là, oh là là !» Et moi, j'étais comme « Quoi, c'est un menu? Il n'y a rien de spécial. » Ça veut dire que tu as eu la chance de ne pas aller souvent à l'hôpital. Ouais. Alors, d'abord, il y avait la psychologue. Et on a parlé un peu de mon histoire, comment j'ai décidé d'être un garçon. Et puis on est allé dans une autre chambre, pas assez confortable que celle d'avant. Et on a vu l'endocrinologue et pédopsychiatre. Et on a parlé beaucoup. À la fin, c'était maman qui parlait parce que moi, j'étais épuisée. Je lançais Ranger dans les airs et je le rattrapais. Une fois, elle me l'a confisqué, mais je l'ai voulu. Et ouais, c'était fun. Moi, j'ai bien aimé. Maman, elle a bien aimé aussi. On a parlé du traitement. J'ai parlé un peu, j'ai fait des blagues. Bah ouais, c'était trop fun. Donc les personnes étaient sympas ? Oui. Est-ce que tu avais peur d'aller les voir ? Est-ce que tu avais peur qu'ils te disent non, en fait, t'es pas trans ? Ben non, pas vraiment. Maman, elle m'a dit que elle m'a montré les emails qui se sont envoyés. Et moi, j'ai dit ah ouais, cette équipe, elle est hands-on. Et alors, elle s'occupe bien des choses. Ouais. Alors, j'étais pas vraiment inquiet. En fait, j'étais excitée. Anna, tu veux dire, toi, comment tu l'as vécu ? Je sais qu'en tant qu'adulte, tu n'as pas exactement les mêmes angoisses, les mêmes approches, les mêmes émotions. Non, pas du tout, mais c'est vrai que c'était... Ça y est, ça... À chaque fois, je me fais avoir avec toi, c'est pas possible. J'adore. À chaque fois que je te parle, tu pleures. J'adore. Non, mais c'est vrai que on a vécu des mois compliqués quand même depuis l'élection de Trump. Moi, j'avais beaucoup bossé sur sa campagne, sur son projet avant l'élection, donc je savais exactement ce qui allait en retourner. On a tout de suite parlé de l'éventualité de quitter les États-Unis, mais en attendant de se décider, je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on trouve un plan d'attaque, parce que comme tu disais, Félix a 10 ans. On est vraiment à l'entrée de l'adolescence et il faut vraiment qu'on ait un plan en place sans qu'il n'y ait pas d'interruption de traitement en fait. Et donc au mois de décembre, j'ai envoyé, je me suis réveillée comme ça un matin avec une angoisse pas possible en me disant il faut que je fasse quelque chose. Et donc voilà, le 20 décembre, je commence à faire des recherches, il faut que je trouve quelque chose en France, à Paris. Et j'ai fait une recherche et je suis tombée sur cette équipe à Robert Debré, ici à Paris. Une équipe dont le leader est le docteur Martin Rie, qui est l'endocrino, qui est absolument excellente. J'ai appris pendant le rendez-vous qu'en fait, elle avait même fait une année de postdoc, il me semble, à Columbia, à New York, donc elle connaît très bien. Et ce qui m'a énormément touchée dès le début, c'était son répondant, en fait. Le fait qu'elle réagisse tout de suite. Donc moi, j'envoie ça un 20 décembre en me disant « j'entendrai rien jusqu'à après les fêtes ». Et en fait, elle m'a répondu 3 jours plus tard. Je lui ai renvoyé un message le lendemain et elle m'a renvoyé un message le 24. Ça fait un beau cadeau de Noël. Ouais, mais c'était ça en fait. Le 24 à 21h30, elle me répond. Tout était en place. On avait contacté la secrétaire pour le rendez-vous. Je ne sais pas si elle célèbre Noël, mais en tout cas, si elle le célèbre, c'est un dévouement pour son métier. Non, mais chapeau pour le dévouement. Et c'est pour ça que je la nomme, parce que franchement, elle a été absolument géniale là-dessus. Donc on venait. C'est vrai que moi, souvent quand je viens en France avec les enfants, il faut que j'explique beaucoup Félix, que j'explique beaucoup comment c'est venu pour lui, que je défende un peu tout ça. Plus qu'aux États-Unis. Plus qu'aux États-Unis, plus qu'à New York en tout cas. Aux États-Unis. Après, les États-Unis, c'est grand, il y a beaucoup d'endroits différents, avec des mentalités différentes, mais effectivement beaucoup plus qu'à New York. Et
je me rends compte en arrivant à l'hôpital que je suis dans cet état d'esprit, que je suis un peu je me suis blindée, quoi, et je suis prête à faire mon pitch, à défendre le truc. Et ils m'ont désarmée tout de suite. C'est la bienveillance qui m'a... Laisse les larmes, Anna. Ouais. Ça fait du bien. C'est vraiment leur bienveillance qui m'a bouleversée. Déjà d'entrée de jeu avec Charlotte Lebrun, la psychologue, qui a été d'une douceur, d'une gentillesse, d'une écoute vraiment exceptionnelle, qui a énormément écouté Félix. Félix lui a beaucoup parlé. Félix lui a dit des choses qu'il ne m'avait jamais vraiment dites à moi, donc ça m'a beaucoup touchée. Et après, du coup, le docteur Martinerie, qui, elle, clairement touche au sujet. Enfin, c'était vraiment très très clair. On a parlé de tout ça, donc du traitement beaucoup, de tout l'aspect. On a parlé de sa sœur aussi, de Luce, beaucoup. Une approche vraiment holistique de cette question-là. Sa sœur, qui d'ailleurs, tu m'as expliqué ce matin, je trouve ça tellement symptomatique de ce qui se passe, prend un traitement hormonal pour grandir plus vite et elle n'a aucun problème pour accéder à des traitements très similaires que ceux que les enfants trans recherchent. Voilà. Donc c'est vrai que sa sœur est sous hormones parce qu'elle a un retard de croissance. Donc on a beaucoup parlé de ça évidemment parce que la croissance est une question, parce qu'on est tout petit dans la famille. Moi je suis pas très grande, Félix il est petit aussi. Pour toi c'est un avantage sur le terrain de foot, faut bien le dire. Mais voilà, donc ça reste une question. Et donc on a beaucoup parlé du traitement, on a parlé donc des bloqueurs de puberté, on a parlé des effets de la testostérone après, on a parlé et je sais pas, ça m'a aussi bouleversée de parler de ça, parce que Félix a toujours dit qu'il souhaiterait être papa un jour, et donc de la préservation justement de sa fertilité, de tout ça, donc on a vraiment évoqué tous les sujets. J'ai fini en larmes, comme toujours. Et puis en plus, avec le décalage horaire dans les pattes, c'est encore pire. Et puis en dernier, on a vu le docteur Alexandre Michel, qui est le pédopsychiatre. Un homme jeune qui, je pense, comprend très bien la question LGBT en général, et puis la question trans en particulier. Et il n'y a pas eu de remise en question de Félix, de son identité, et ils m'ont tous dit, c'est très très clair, Félix c'est ce qu'il veut. Oui, parce que tu m'avais dit en amont, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, que Félix ne se rappelant pas de sa transition, t'avais peur que du coup il puisse pas l'expliquer, et que du coup le personnel dise... s'il peut pas lui parler de sa transition, ça vaut rien, quoi. En plus, il n'a pas eu de dysphorie de genre, c'est-à-dire le sentiment d'être mal dans son genre, puisque grâce à vous, Félix a toujours pu être un garçon. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais le langage parce que du coup, je sais pas si je t'avais dit, mais après l'épisode, on m'avait pas expliqué l'euphorie de genre. Ce que j'ai vécu avec Félix, cette espèce de joie explosive qui a suivi justement sa transition. Moi, j'avais pas entendu ce terme euphorie de genre, et j'ai pu en parler en ces termes-là avec eux. Et c'était clair qu'ils comprenaient, c'était clair qu'ils avaient entendu, c'était clair qu'ils vraiment ils comprenaient cette question-là, quoi. Et c'était intéressant parce qu'il y a eu un moment en particulier avec le docteur Martinerie qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment fait sourire. Donc je parle effectivement du premier jour où Félix m'a exprimé directement qu'il était un garçon. Et je lui dis, comme je dis à chaque fois, parce que c'était le cas, qu'on avait senti qu'il se tramait quelque chose avant, parce que même quand il jouait avec sa sœur, il se genrait toujours au masculin. Et elle avait tapé sur son ordinateur, elle avait pris la note, oui, alors effectivement 3 ans, 10 mois, déclaration machin, puis en fait je lui raconte ça, elle me dit mais à partir de quel âge ? Et je lui dis déjà vers 2 ans, elle me dit c'est en fait, donc elle efface et elle écrit 2 ans. Donc pour elle, il n'y a même pas eu la question. Pour elle, c'était depuis avant que Félix a des souvenirs, c'était ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi dont je voulais qu'on parle, c'est que en France, on entend très peu d'histoires d'enfants qui ont transitionné. Donc, quand on dit transitionner, je le rappelle, là, on parle uniquement d'une transition sociale, parce qu'il n'y a pas de changement de pièce d'identité, ou il n'y a pas de changement de corps, bien évidemment, à part peut-être une coupe de cheveux. C'est un changement. Ouais. Donc, une transition sociale d'enfants aussi tôt que Félix, c'est-à-dire à l'âge où on affirme son genre, entre 2 et 5 ans. Et je parlais avec... J'ai une amie qui est dans cette situation, dont son enfant a toujours dit être de l'autre genre que celui qu'on lui avait assigné à la naissance. Et quand elle allait voir les associations de parents d'enfants trans, on lui a dit
Mais nous, on ne fait pas pour les enfants si jeunes. En fait, personne ne vient nous voir avant 6 ans. Alors déjà, je voulais savoir, tous les deux, qu'est-ce que vous pensez de cette différence ? Est-ce que vous la comprenez ? Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens en France qui vont en France, en Belgique, en Suisse ? Je pense qu'il y a beaucoup d'adultisme dans cette approche, justement. Est-ce que tu peux redéfinir l'adultisme ? Ouais, alors je pense que... Comment définir l'adultisme ? Bien penser qu'en fait, les adultes sont supérieurs aux enfants, parce que les adultes ont plus de connaissances dures que les enfants n'ont pas de sens d'eux-mêmes. Et puis cette notion que peut-être les enfants ne sont pas des humains à part entière. Enfin, je sais pas. Moi, je le vis vraiment comme ça parce que il y a ce réflexe de dire que quand un enfant très jeune se déclare d'un genre qui n'est pas celui qu'on lui a assigné, ah mais cet enfant ne sait pas de quoi il parle, mais cet enfant ne peut pas savoir, mais cet enfant je ne sais pas quoi. Et je trouve ça assez triste parce que c'est presque une façon de mépriser l'expérience qu'on a eue soi-même enfant. Et j'ai toujours retourné cette question. J'ai toujours retourné cette question en la tournant vers les gens qui me la posaient. Je dis mais enfin voilà, il y a des choses que tu as toujours su sur toi-même. Il y a des choses que tu as su même avant d'avoir des souvenirs. Je vois, enfin. Les personnes trans qui se déclarent trans très jeunes, c'est comme ça en fait. Félix se genrait au masculin avant même de se déclarer garçon. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est important d'encourager, d'ouvrir ces associations à des enfants plus jeunes. Parce que quand on est parent et qu'on voit ses enfants vivre, je pense qu'on a des intuitions. Peut-être avant même que les enfants trouvent les mots pour les exprimer. Donc je trouve ça dur, quoi. Moi, je pense que quand les enfants ils disent moi je veux pas être une fille, je veux être un garçon, ou je veux pas être un garçon, je veux être une fille. Ou je veux être aucun des deux. Oui, et les adultes ils disent non, tu sais pas, c'est juste un petit enfant. Tu n'y connais rien. Je crois que ça, en fait, ça donne l'impression à l'enfant qu'il ne peut pas être qui il veut ou qui elle veut. Et je pense que c'est pas vraiment l'idée en général que tu veux donner à l'enfant. Tu veux pas. Moi, je pense qu'il faut pas dire ça parce que les enfants, ils vont croire qu'ils peuvent pas être ce qu'ils veulent. Ils doivent être ce que les adultes ils disent, parce que les adultes, ils sont les chefs. Ils sont trop raison tout le temps. Et je veux pas qu'ils pensent ça. Je veux juste qu'ils pensent comme ils veulent penser. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose en général aux enfants trans, aux parents d'enfants trans, aux gens qui ne connaissent pas d'enfants trans, leur dire comment est-ce que tu aimerais que les gens soient, et ce à quoi tu aimerais que le monde ressemble, peut-être ? Moi, je pense que tout le monde doit savoir que nous, les personnes LGBTQ, on n'est pas des extraterrestres venus de Mars, on n'est pas des martiens, on est des humains comme vous. On a juste une différence un peu plus grande et plus différente que les personnes cis. On est juste comme vous, juste un différent, un peu. Bon, maintenant, c'est à moi de pleurer. Anna, tu veux rajouter quelque chose ? Non, enfin, oui, je pense que il y a tout ça, et puis effectivement, le fait Félix pour nous est d'une évidence telle que envisager mon enfant comme une personne qu'il ne souhaiterait pas être, ça rentre pas dans ma tête du tout, quoi. Et entre-temps, j'ai travaillé sur plusieurs projets sur
le monde naturel, le monde animal, et puis la queertude, comment dire, la queertude des animaux, la queertude des plantes. Je mettrai aussi le lien de l'épisode en anglais sur lequel tu as travaillé, qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel et qui effectivement répertorie plus de 1500 espèces animales, végétales et des champignons qui existent dans cet état-là justement, soit d'homosexualité, soit de transsexualité. Et il y a des choses que j'ai apprises, donc depuis même l'épisode, enfin depuis la conversation qu'on a eue il y a 2 ans, qui ont complètement modifié la manière dont je pense à ça, c'est à savoir que on est toujours en train de chercher une raison, pourquoi c'est arrivé, quelles sont les causes de ce truc. Et en fait, c'est une question que j'ai totalement abandonnée parce que... De la transidentité, tu veux dire ? De la transidentité, de l'homosexualité, de la sexualité, enfin, bref, du spectre sur lequel on existe tous, quelque part. Et j'ai complètement abandonné l'idée de trouver des causes parce que c'est impossible. Parce que, voilà, la génétique, l'épigénétique, l'environnement, tout ça fait que voilà. Mais ce que j'ai constaté avec Félix et ce que je constate en lisant sur ces différentes espèces animales, c'est les effets de pouvoir vivre tel qu'on souhaite le vivre et les bénéfices pour notre espèce, les bénéfices pour individuels. Et moi, c'est comme ça que je l'envisage. Et puis collectif aussi. Et collectif. Et pour moi, en fait, le fait de laisser Félix transitionner lui a permis d'exister, d'apprendre. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le don, qui pense vraiment en termes collectifs. Je ne dis pas ça parce que c'est mon fils, parce que ma fille n'est pas du tout comme ça. Mais qui est d'une grande générosité. Et je pense que justement, le fait de pouvoir le laisser exister comme ça lui a permis de sortir de sa tête à lui pour s'ouvrir au monde. Et donc, je n'en vois que des bénéfices. Ma dernière question, c'était qu'est-ce que vous aimeriez voir comme changement ? De quoi les enfants trans, de quoi toi, Félix, tu as besoin ? Par exemple, moi, en tant que personne non-binaire, ce dont j'ai envie, et plus particulièrement à genre, ce dont j'ai envie, c'est la fin des toilettes genrées. Je veux que tous les toilettes aient comme logo juste un dessin de toilette. Je suis d'accord avec ça parce que dans mon école, il y a les toilettes des filles qui sont juste à côté de la classe. Et il y a les toilettes des garçons qui sont plus loin. Et moi, ça me gêne parce que quand j'ai vraiment envie de faire pipi, et ma maîtresse a dit OK, moi je dois faire le pipi dance jusqu'aux toilettes. Et moi, je préférais qu'on peut avoir les 2 toilettes mélangées comme ça. Moi, je dois pas faire le pipi dance jusqu'aux toilettes des garçons. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce qu'on essaye de faire pour tout ce qui pourrait faire du bien aux personnes trans, tout ce que les personnes trans demandent, en fait, c'est utile pour tout le monde. Parce qu'il y a plein d'études qui ont prouvé que les toilettes mixtes étaient plus accessibles, il y avait moins de queues, elles étaient plus propres. Et si on parle aussi de la possibilité de changer de genre, de changer de prénom, il y a plein de personnes sur leur papier d'identité comme on veut, il y a plein de personnes qui veulent changer de prénom, par exemple. Est-ce que tu as d'autres choses, toi, comme ça, que tu as envie de voir ? Les toilettes, c'est en fait le truc le plus important pour moi parce que moi je veux pas avoir marché loin pour juste aller aux toilettes. Mais dans les the art classrooms, les classes d'art ? Oui, l'art plastique, ouais. Il y a des toilettes mixtes, mais il y en a que 2 dans toute l'école entière. Et en fait, si je veux aller aux toilettes avec des genres mixtes, je dois aller jusqu'au 2e étage. Et moi, ça me gêne un peu parce que je veux des toilettes mixtes, mais je veux pas devoir aller jusqu'au 2e étage pour y aller. Et toi, Anna, il y a des choses que tu aimerais voir changer ? Je pense que déjà, il faudrait que tout le monde comprenne que la transidentité peut arriver à n'importe quel moment, que les gens qui sont sur le spectre LGBTQ, je pense que toutes ces personnes-là ont un rôle à jouer dans la société et des rôles moi, tu sais,
j'ai vraiment retrouvé un rapport animal avec moi-même après la grossesse et au début de la vie des enfants. Je pense que ces personnes ont vraiment un rôle à jouer pour le bien-être et la survie de l'espèce, pour plein de raisons différentes. Je sais pas, l'adoption, pour le fait de, je sais pas, se libérer pour créer, se libérer pour prendre soin les uns des autres. Je pense que quand on permet, c'est toujours ça, c'est toujours à ça que je pense, c'est quand on permet aux gens d'être ce qu'ils sont, finalement ils se décentrent et on peut s'occuper les uns des autres. Donc pour moi il y a vraiment cet aspect-là, cet aspect purement humain. Et puis pour voyager, pour ne pas s'inquiéter des papiers quand on voyage, comprendre que le genre peut ne pas être une question quand on va chez le médecin, par exemple, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué pour les personnes trans de trouver des gens qui veuillent bien les embaucher. Et puis au travail aussi, je veux dire, pour embaucher des personnes comme ça, parce que je trouve que souvent les personnes comme ça se retrouvent facilement confinées à des rôles d'explication, de militantisme, etc. Et justement, utiliser ces talents, parce que c'est des pertes de potentiel énormes. Ok, alors, est-ce que vous avez une dernière chose à dire ou pas ? Moi, je pense que les personnes LGBTQ ont un rôle très important. À l'école, on a beaucoup de livres qui parlent de la communauté LGBTQ. Et dans un des livres, on pense que y a des Égyptiens dans les hiéroglyphes, ça montre toujours 2 hommes avec le nez qui touche. Alors on pense qu'ils étaient gays, mais on sait pas. Mais on pense qu'ils étaient gays et que la communauté les acceptait pour qui ils ont. Et moi je pense que c'est très important parce que ça peut nous montrer comment aujourd'hui on peut aider les personnes et la communauté LGBTQ. Super, et j'étais vraiment ravie de vous parler, de te parler, Félix, pour la première fois, et de découvrir toute la sagesse qu'il y a en toi, préadolescent bientôt, qui rentrera bientôt dans l'adolescence. Je vous remercie, c'était vraiment un plaisir, et puis je vous souhaite un très bon retour aux États-Unis. Là, vous êtes avec vos valises qui sont dans le couloir, et vous avez une grosse journée de voyage. Voilà, Félix est rentré à New York, explosé de fatigue après son aller-retour éclair à Paris, mais sain et sauf. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode bonus exclusif qui clôturera cette série Bienvenue bébé. Vous venez d'écouter un épisode de Paillettes et Préjugés. Paillettes et Préjugés est un podcast 100% indépendant, gratuit et sans publicité. Il existe grâce à vos dons. Merci à toutes les personnes qui le rendent possible. Si vous aussi vous avez hâte d'écouter de nouveaux épisodes, et si vous le pouvez, allez tout de suite sur Ulule. Le lien est en description du podcast. En plus, en contribuant, vous pouvez rejoindre la super sympa, super utile communauté WhatsApp des abonnés. Et pour profiter de contenus inédits, suivez Paillettes et Préjugés sur Instagram et par newsletter, c'est gratuit. Paillettes et Préjugés est un podcast d'Aline Laurent-Maillard, monté par Pauline Bouillot. Le générique est aussi de Pauline Bouillot, avec une musique de Délide et les voix de Clémentine, Gabriel, Jo, Félix et Louz. À la semaine prochaine!